Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner, j'accueille Guillaume Iserantan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes en charge des ressources humaines. Vous serez notre expert. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler du télétravail. Qui est une nouveauté dans le paysage et nous allons essayer de faire un peu de prospective sur les choses qui s'installent. Et il y aura aussi la question de l'internaute sur une notion particulière. Tout à fait. J'ai vu une question de l'internaute sur la monnaie hélicoptère. Mais on verra ça plus en détail tout à l'heure. C'est mystérieux, la monnaie hélicoptère. Et puis, cette émission sera en grande partie consacrée au plan France Relance. 100 milliards d'euros pour une économie plus écologique, plus solidaire et plus compétitive. Où en sommes-nous un an après en Isère ? On fera le point avec Sami Saïd, sous-préfet en Isère en charge du plan de relance. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et deux chefs d'entreprise qui ont profité de ces mesures pour développer leurs activités. Laurent Pellissier de CM Technologies et Baptiste Ploquin de Finoptime. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir tous rejoints. Bien sûr, comme à notre habitude, nous parlerons innovation sur un territoire des Alpes qui ne manque pas de ressources. La crise sanitaire a eu des effets sur l'économie, mais aussi sur nos vies quotidiennes et en particulier notre rapport au travail. Sur les recommandations du gouvernement, les entreprises ont recouru massivement au télétravail, en particulier pendant les confinements. Mais la mesure persiste encore aujourd'hui. Alors, quelle place prend maintenant ce télétravail ? Guillaume, est-ce qu'on a des chiffres ? Oui, en fait, fin 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, déjà près d'un salarié sur trois, environ un tiers, pratiquait le télétravail, soit de façon occasionnelle, soit de façon plus contractualisée. Et évidemment, avec le confinement, ce taux est rapidement monté à plus de 40%. Et puis, avec les améliorations de la crise sanitaire, les chiffres se sont restabilisés aux alentours d'un tiers. Donc, la pratique s'est élargie, elle s'est intensifiée pendant cette période. Le nombre de jours télétravaillés continue à être assez élevé. Et on a, en fonction des secteurs et de l'activité, de fait, de fortes disparités dans l'application du télétravail. On est à plus de 60% dans les secteurs des services, et notamment les services financiers, banque, assurance. On est dans le secteur de la santé, environ un quart des salariés qui pratiquent le télétravail. Dans le commerce, à peu près 1 sur 5. Et puis dans l'industrie, à peu près 17%, d'après les chiffres qu'on peut avoir. Bon, alors ça pose évidemment des questions à la fois pratiques et réglementaires. Comment est-ce que les entreprises ont pu identifier les activités télétravaillables et les autres ? Alors, tout d'abord, le cadre, je dirais, réglementaire s'est précisé, puisqu'il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été signé fin 2020 avec l'ensemble des partenaires sociaux, qui permet de donner un cadre d'action pour tout le monde, des codes, on va dire, de bonne conduite sur la mise en place du télétravail, sans modifier les règles du code du travail qui, elles n'ont pas changé. L'idée, c'est d'intensifier les activités qui sont télétravaillables, de lister les principales activités qui peuvent l'être, en descendant avec des grilles d'analyse assez fines, celles qui peuvent être réalisées donc à distance, d'évaluer les différentes difficultés, les freins qui peuvent se poser concrètement, que ce soit technique ou organisationnel, et puis bien sûr travailler sur les moyens de lever ces difficultés, ces freins, en développant tout ce qui est accès notamment au matériel.
Le télétravail, c'est assez simple en fait dans les règles. C'est un double volontariat. C'est à la fois celui de l'employeur et puis également celui du salarié. Donc c'est la première condition. C'est la première condition. Donc double volontariat, mais également réversibilité du principe qui permet de s'adapter à la situation. Et donc, on a, en plus de ça, je dirais, et on l'a connu de façon intense pendant la dernière crise, des situations exceptionnelles qui permettent d'avoir un recours ponctuel au télétravail, des crises qui peuvent être climatiques ou des choses comme ça, qui permettent de développer le télétravail de façon ponctuelle. Alors pour près de la moitié des télétravailleurs pendant la crise sanitaire, il s'agissait d'une première expérience. On est nombreux à l'avoir connue. 44% des télétravailleurs en mai 2020 n'avaient jamais télétravaillé auparavant. Après plusieurs mois de télétravail intensif pour certains, quel est le bilan ? Alors, ce qui caractérise évidemment cette période, c'est un télétravail, je dirais, pour beaucoup non choisi, que ce soit pour les entreprises ou pour les salariés, et donc une capacité d'adaptation des uns et des autres qui est à saluer. Il y a eu quelques effets un peu difficiles, enfin des points de vigilance, notamment tout ce qui est phénomène d'isolement, qui sont à surveiller de très près, difficultés d'échange entre les collaborateurs évidemment. On a vu au travers des études spécifiques dans le monde du travail, mais plus largement dans le domaine de la santé, que la santé psychologique dans cette période-là, du fait de cet éloignement, avait pu être identifiée. Et puis des difficultés aussi organisationnelles et managériales, c'est comment on manage des équipes à distance. Il y a donc un apprentissage qui s'est fait. Après, j'ai commencé par, je dirais, les points un peu négatifs, mais moi, je retiendrai beaucoup de points positifs, naturellement. Je dirais, globalement, et de l'avis de la plupart des chefs d'entreprise, de la plupart des partenaires sociaux, une productivité qui a été maintenue dans la plupart des secteurs. Donc, c'est un point important qui lève un certain nombre d'idées reçues, parfois à tort. Bien évidemment, un point majeur qui est le gain de temps sur les déplacements, habitation, lieu de travail. Et puis l'émergence d'une volonté des salariés d'aller vers un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui est, je pense, quelque chose qui restera après ces durs mois sur d'autres raisons. Voilà, alors... On a vu apparaître une nouvelle formule finalement, c'est le future work. Et on a évoqué notamment le travail hybride. Oui, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le télétravail dans ces 18 derniers mois a été ce que je qualifierais de télétravail subi. Là maintenant, on arrive vers un télétravail plus choisi, plus pensé. Donc ce future of work ou ce télétravail hybride, finalement, c'est une façon de désigner une réinvention du rapport au travail, des lieux de travail, de la combinaison entre les lieux de travail et les temps de travail, entre du travail présentiel sur site, du travail à domicile, du travail dans des tiers-lieux qui posent, dans un certain nombre de cas, un certain nombre de difficultés, mais qui peuvent être levées, du travail nomade en allant dans la clientèle. Et donc, ces modalités de travail hybride nécessitent d'être co-construites, d'être travaillées avec les managers au plus près de l'activité pour trouver des temps à la fois de partage qui doivent être cadrés, d'ajustement en fonction des différentes activités et des différentes composantes de l'entreprise, et puis allier une efficacité et un bien-être au travail qui reste un objectif fort. Ouais, tout ça doit évidemment être co-construit. On imagine aussi les incidences que ça peut avoir en termes d'immobilier d'entreprise, par exemple, d'espaces de coworking ailleurs que sur le lieu de travail. Oui, alors donc moi je pense qu'on est à l'aube d'une ère nouvelle. Je pense que tout est à inventer là sur le travail hybride. On ne connaît pas encore tout. Et donc, effectivement, il va y avoir un certain nombre de conséquences sur l'immobilier d'entreprise. À partir du moment où on aura stabilisé, je dirais, un petit peu la présence sur site, il y a logiquement une optimisation des parcs immobiliers
avec un certain nombre de difficultés techniques, de fluidité. Ces parcs immobiliers, ils ne sont pas d'une fluidité totale. Des sujets sur les déplacements, bien évidemment, avec l'incidence positive que ça peut avoir sur tout ce qui est pollution atmosphérique, liée à la réduction de ces déplacements. Je pense, dans un moyen terme, des sujets de bassin de vie qui se déplaceront du fait de ces possibilités ouvertes qui seront offertes. Donc avec des zones un aménagement rurales peut-être un peu plus attractives. Les aménagements du territoire qui devront être revus avec toutes les composantes que ça entraîne. Donc on voit que c'est des choses nouvelles, des business models peut-être à repenser. Et on voit plein d'entreprises qui commencent à travailler sur des solutions pour se mettre dans ce mouvement général dont on aura l'occasion, je pense, de reparler pendant très longtemps. Et amorcer ce virage dont vous nous parlez. Merci Guillaume. On comprend que là encore, tout est une question de dosage, de maintien des équilibres avec un réel défi en matière de management. On continue d'évoquer les conséquences de la crise sanitaire puisque c'est pour tenter d'en limiter les effets collatéraux que le plan de relance a été imaginé il y a un an, destiné à juguler la chute de l'activité économique et amoindrir son impact social. Il prévoyait d'insuffler 100 milliards d'euros pour accompagner les entreprises. On fait le point en Isère avec Sami Saïd, sous-préfet donc en Isère, en charge de ce plan de relance. Dans un instant, le témoignage de 2 chefs d'entreprise. Monsieur le sous-préfet, d'abord, un plan pour accompagner les transitions des entreprises sur 3 plans. Je le disais en introduction, plus d'écologie, plus de solidarité et plus de compétitivité. Effectivement, c'est 3/3 du plan de relance de 100 milliards d'euros à parts égales. Et on peut considérer qu'à l'échelle de l'Isère, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros qui vont être engagés. Là, à ce jour, au bout des 1 an sur les 2, on est à peu près à 1 milliard d'euros qui est engagé. Donc on est dans les échelles qui étaient prévues initialement. 1 milliard donc en Isère pour booster l'économie dans cette période de crise. Comment ça s'est passé? Dans quel type d'entreprise vous êtes allé impulser ce milliard d'euros? L'objectif, ça a été déjà d'aider les entreprises de l'industrie. Il y a 1/3 du plan de relance qui est sur l'industrie, notamment dans les secteurs stratégiques que sont l'électronique, la santé, les intrants essentiels, la 5G, mais aussi la transition écologique. Beaucoup d'entreprises qui sont dans la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, l'industrie éco-efficiente, qui sont accompagnées avec des différentes aides, différentes subventions par différents opérateurs et services de l'État pour pouvoir relancer et rénover en même temps l'économie. Donc l'industrie, il y a également parmi les grands objectifs la préservation, voire le développement de l'emploi. Oui, c'est vraiment l'objectif numéro 1, c'est la recréation d'emplois parce qu'on a eu une hausse historique du chômage au début de la pandémie et l'objectif, ça a été de redescendre le plus vite possible cette courbe du chômage, ce qui a eu lieu là, parce qu'aujourd'hui, de février à août 2021, on a déjà une baisse de 10% du chômage, donc on est déjà à un niveau inédit de baisse du chômage depuis 2013. Et puis, on a aidé les entreprises avec ce plan sur plusieurs secteurs, l'investissement et on le verra dans un instant, l'export également. Oui, l'export, c'est vraiment une composante fondamentale. En Isère, il y avait 12 milliards d'euros annuels qui étaient consacrés à l'export. Et donc, l'objectif, c'est de consolider cet export et de le rendre plus compétitif parce qu'on voit qu'il y a de nouveaux marchés, notamment le marché de l'électronique qui va passer à l'échelle mondiale de 400 à 1000 milliards d'euros et sur lequel il va être important que la part de marché de la France et de l'Europe soit importante. Alors, vous avez été nommé sous-préfet spécifiquement sur cette mission, le suivi du plan de relance. Vous êtes nommé en Isère, dans notre département. Comment est-ce que vous avez appréhender ce tissu économique qui est très riche, mais aussi très varié sur le territoire? Ah oui, j'étais agréablement surpris par la qualité des projets innovants, des projets créateurs d'emplois dans différents secteurs. À la fois, j'ai cité l'industrie, avec différents domaines de l'industrie qui sont dynamiques en Isère, mais aussi dans le domaine agricole, dans le domaine des services, dans le domaine de la 5G que j'ai évoqué également. Vraiment un tissu économique très dynamique et c'est ça qui a permis aussi d'avoir des projets qui étaient porteurs et qui étaient créateurs d'emplois parce que le plan de relance n'était pas ex nihilo, n'apportait pas des projets s'il n'y avait pas de porteurs de projets qui étaient dynamiques en Isère. Alors,
pour suivre régulièrement votre agenda, je vois que vous vous promenez dans beaucoup d'entreprises, partout sur le département. Quelques pépites comme ça que vous avez découvertes? Il y a notamment l'entreprise Sequence sur la plateforme chimique de Roussillon qui relocalise la production de paracétamol qui s'était complètement interrompue dans les années 2000 et qui était complètement délocalisée en Asie et qui va, d'ici moins de 2 ans, redémarrer en Isère avec le soutien du plan de relance. On a notamment aussi l'entreprise Aledia qui a posé la première pierre de son usine de production d'écrans. L'entreprise avait été créée il y a 10 ans, elle est déjà à 180 salariés aujourd'hui, avec un objectif de création de 500 emplois sur cette usine de production de champagner. Alors ça, c'est des grands groupes, des grandes entreprises. Il y a aussi eu des PME qui ont eu accès à ce plan de relance. Effectivement. Et, par exemple, il y avait le guichet Industrie du futur, dont l'objectif était de moderniser l'industrie sur toutes les TPE-PME qui avaient des projets. Là, il n'y avait pas de sélectivité. On en est à 268 TPE-PME de moins de 50 salariés qui ont bénéficié de ces aides à hauteur de 25 millions d'euros. Bon, on va voir toutes les branches dans lesquelles ce plan France Relance peut avoir des effets positifs. Parmi les entreprises qui ont bénéficié de ce plan France Relance, il y a ECM Technologies, Laurent Pellissier. ECM Technologies, aujourd'hui, c'est quoi, plus de 400 collaborateurs, hein? Oui, ECM Group, parce que ECM Technologies est une composante de ECM Group. Ouais, il y a GreenTech, il y a Semco. Voilà. Donc effectivement, on est plus de 450 collaborateurs dans le monde. On fabrique tous nos équipements en France. Et on fait 80% de notre chiffre à l'exportation, donc des biens d'équipement pour différents secteurs industriels, automobile, aéronautique, semi-conducteurs, énergie. Ouais. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est plus de 100 millions d'euros. Oui, plus de 100 millions d'euros. Alors, on va être un peu technique parce que c'est quand même bien de comprendre ce que vous produisez. Alors, pour ECM Technologies, des fours industriels sous vide, en fait, c'est les fours qui permettent de faire notamment des pièces moteurs ultra résistantes, c'est ça? Oui, des pièces moteurs ou des pièces de boîte de vitesse. Et aujourd'hui, on a un marché très fort sur les plateformes hybrides ou électriques des nouvelles voitures, des nouvelles mobilités. Et c'est un marché très important pour nous, partout dans le monde, avec des nouveaux entrants chinois comme BYD ou Tesla, qui nous font confiance pour les équipements qui permettent de traiter les pièces qui rentrent dans leur voiture. On dit que sur ce marché précis, dans le monde, vous assurez 75% de la fourniture. Oui, on a à peu près, même un peu plus, je pense, 80% du marché sur l'industrie de la mobilité. Ouais. Ça, c'est exceptionnel. Alors, ECM Technologies a mis au point la technique et fabrique aussi les fours. Oui, on a le procédé et on fabrique le four, oui, effectivement. Et on vend un système complet avec une garantie de résultat sur les pièces et une production aussi garantie. Alors, c'est une technique particulière dans ces fours qui permet de produire des aciers ultra résistants. 30% du chiffre d'affaires va dans l'automobile, c'est ça? À peu près, oui. Ça s'équilibre un petit peu. Vous essayez d'équilibrer un peu plus les choses. Oui, il y a quelques années, on était 90% à peu près dans l'automobile. Aujourd'hui, on est à 30% dans l'automobile. D'autres secteurs comme le semi-conducteur, les énergies, l'aéronautique se sont développés. L'automobile reste toujours important en valeur absolue, donc il n'a pas baissé dans notre chiffre d'affaires, mais le reste a grossi. Donc on est parti d'une quinzaine de millions d'euros il y a 10 ans pour arriver à plus de 100 millions aujourd'hui. Et l'industrie automobile a grossi en chiffre d'affaires, mais relativement moins que les autres secteurs. Oui, vous le disiez, donc les autres secteurs, c'est le spatial, l'aéronautique, le semi-conducteur, les semi-conducteurs, le médical aussi, la santé. Le médical, oui, tout à fait. Une entreprise qui est à la fois championne en matière d'innovation et d'export. On le disait, à 80%, 85% du chiffre d'affaires est fait à l'export, mais vous investissez beaucoup en matière d'innovation. L'innovation est dans l'ADN de notre groupe. On ne peut pas aujourd'hui en France imaginer fabriquer des machines-outils en étant compétitif juste par le prix de fabrication de la machine. Ça peut se faire uniquement par une innovation forte, voulue, qui permet de différencier le produit. C'est quoi, 7% du chiffre d'affaires qui est investi chaque année? On investit entre 5 et 10 millions d'euros suivant les années en recherche et développement. Est-ce que c'est pour l'innovation précisément que vous avez sollicité le plan France Relance? Tout à fait. En fait, le procédé de cémentation basse pression dont on a parlé, qui permet de durcir les pièces, aujourd'hui était utilisé essentiellement dans l'automobile. Et ce procédé est en train de se diffuser sur l'ensemble des pièces mécaniques. Et on a décidé de développer une nouvelle génération de fours qui s'appelle l'Eco 1299, qui a été en partie financé par le plan en question. Et ça nous permet d'accélérer notre développement.
C'est indiscret de vous demander quelques chiffres, du coup. Combien le plan France Relance a mis à votre disposition? À peu près 1 million d'euros de subventions, ce qui permet vraiment d'accélérer notre développement. C'est de la subvention, donc ce n'est pas un crédit à rembourser. Donc c'est vraiment une aide essentielle pour aller plus vite. Et le four est en cours de construction et va être commercialisé en début d'année prochaine. Oui, ça vous a permis d'aller plus vite et de maintenir ici cet équipement pour le tester, c'est ça? Tout à fait. Au début, on se posait la question comment on allait le vendre. Et grâce à ce plan, on peut le garder chez nous 3 ans pour le tester complètement, le montrer à nos clients potentiels. Donc voilà, c'est vraiment une façon de voir différente qui devrait accélérer sa commercialisation. Oui, parce que, bon, on ne l'a pas dit, hein, mais effectivement, tous les bureaux d'études, les bureaux de conception, la R&D est basée ici à Grenoble et une partie de la production aussi. Oui, tout à fait. Toute la production est à Grenoble ou dans la région grenobloise. Et effectivement, les bureaux d'études, l'innovation, tout se fait à Grenoble. Ce nouveau process, il va être générateur d'emplois? Il va être générateur d'emplois, de croissance de l'entreprise. Ce procédé par rapport à un procédé conventionnel est 90% moins consommateur de CO2. Donc on est aussi dans la décarbonisation de l'industrie et c'est essentiel, je pense, pour l'avenir de tous. Monsieur le sous-préfet, alors on crée de l'emploi et on est plus vertueux sur le plan écologique. Effectivement, c'était ça l'objectif en rénovant l'économie. Ce n'est pas de soutenir l'économie telle qu'elle était auparavant, c'est aussi de soutenir des projets qui sont innovants et qui sont dans la transition écologique. Bon, vous avez visité cette entreprise, on vous a vu sur quelques images. C'est plutôt étonnant d'imaginer que cette entreprise ici à Grenoble rayonne dans le monde entier. Laurent, c'est quoi? C'est une trentaine de pays dans lesquels vous êtes présent. On est présent dans tous les pays industriels. Et on a eu la chance de créer, avant la crise sanitaire, des filiales autonomes qui ont permis de mettre en route nos équipements et de continuer à livrer tous les pays du monde sans qu'il y ait de rupture de livraison et de mise en route surtout. Alors qu'il y a certains de nos confrères qui ont malheureusement eu du mal à mettre en route les équipements qui étaient prêts chez eux, mais ils n'avaient pas d'équipe pour le faire sur place. Ouais, et vos filiales, du coup, présentes sur place, c'est en Chine, aux États-Unis, une forte présence en Inde, je crois. Oui, tout à fait. Inde, Chine, Allemagne, Russie. Un point de développement, l'Inde. L'Inde est en fort développement en ce moment, oui, tout à fait. Une quinzaine d'emplois, on le disait. On sait combien le plan de relance en Isère a permis de sauvegarder ou de développer d'emplois au total? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu 6 000 demandeurs d'emploi de moins entre février et août 2021. C'est en partie avec le plan de relance, mais aussi grâce au projet et à la dynamique économique, à la conjoncture positive en Isère. Et on voit aujourd'hui qu'également, il y a 13 000 CDI sur la plateforme de Pôle emploi qui sont aujourd'hui ouverts. Donc on voit que le dynamisme en termes d'emploi est vraiment positif. Laurent Pellissier, vous avez engagé, je le disais tout à l'heure, l'entreprise dans une politique de diversification. On évoquait ECM Green Tech, notamment pour tout ce qui est énergie renouvelable, et notamment sur les composants photovoltaïques. Oui, on a développé des procédés innovants aussi, en partenariat avec le CEA, la branche INES qui est à Chambéry, pour faire de la cristallisation de silicium qui rentre dans le composant du panneau solaire. Et on a une avance technologique sur le sujet plutôt intéressante. L'objectif, c'est quoi en période de crise? C'est de se dire, c'est plus prudent de se diversifier? Je crois que pour toutes les entreprises, c'est important d'avoir plusieurs clients et pas avoir un client majeur qui représente par exemple plus de 30% de son chiffre d'affaires. Et aussi pour nous d'avoir plusieurs secteurs industriels et aussi plusieurs pays qu'on adresse. Après, si tout est en crise en même temps, ça sera un problème, mais normalement, ça limite le risque. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est quoi? C'est 20% du chiffre d'affaires? 20% du chiffre d'affaires. C'est déjà important, oui, tout à fait. Pour une activité qui est assez récente. Oui, l'énergie en général, c'est 20%, oui, tout à fait. Et autre activité en vue, là aussi dans l'énergie, c'est l'hydrogène. Oui. Alors l'hydrogène, on a travaillé aussi avec le CEA. Et là, c'est tout nouveau. On a été retenu par Genvia pour livrer des équipements. Et on espère bien être retenu sur la partie plus industrielle. Aujourd'hui, c'est plutôt des prototypes et laboratoires. Mais il y a des investissements majeurs qui vont être faits dans ce secteur. Et on espère faire partie de la fête. Et là aussi, c'est votre spécificité, votre rôle très historique, j'ai envie de dire, de créateur de fours industriels qui peut faire la différence. Tout à fait. Et puis d'être à l'écoute des besoins. On a la chance, ici à Grenoble, d'avoir le CEA qui
qui créent des startups, qui essaiment. Et lorsqu'on industrialise des solutions qui ont été mises au point au CEA, on est très intéressé pour suivre cette industrialisation. Donc on a été d'abord retenu par le CEA pour mettre 2 machines à Grenoble, ensuite Genvia pour une première machine de laboratoire, et puis voilà, on espère être retenu pour la partie industrielle. Monsieur le sous-préfet, est-ce qu'une entreprise peut bénéficier 2 fois du plan de relance? Ah oui, il y a des entreprises qui sont doublement lauréates. Il y a même des startups qui sont doublement lauréates, sur parfois deux projets différents, évidemment, pas sur le même projet. Mais tant que ce sont des projets qui sont dans la transition écologique ou créateurs d'emplois, ils peuvent être aidés et accompagnés. Laurent Pellissier, vous êtes aussi président de l'UDIMEC. L'UDIMEC, c'est cet organisme qui fédère près de 600 entreprises sur l'Isère, les Hautes-Alpes, essentiellement dans l'industrie, mais pas uniquement, dans les technologies plus généralement. L'UDIMEC a conseillé, accompagné ses adhérents dans ce plan de relance? Oui, on a mis des personnes dédiées pour aider nos adhérents à répondre, à présenter leurs projets d'innovation pour le plan de relance. Et ça a eu un grand succès. Et tous ceux qui voulaient être accompagnés ont été accompagnés. D'accord, il n'y a pas eu de refus? Non. Alors, les refus, tous les dossiers... bien présentés. Les dossiers bien présentés avec un vrai projet innovant ont été retenus. Ouais. Après, les refus, ça peut toujours arriver. Est-ce que ce dossier, on parle beaucoup de la paperasserie dans notre pays, est-ce que ce dossier a été facile à monter concernant ECM? Je pense qu'il est facile à monter, effectivement, que les choses sont... D'abord, on est aidé aussi par le gouvernement pour nous aider à monter ces dossiers. Et c'est plutôt... a été fait très rapidement et non, c'est un succès. Monsieur le sous-préfet, vous confirmez, l'objectif c'est de simplifier au maximum et d'aller vite? Oui, dans la filière automobile, je croisais notamment l'entreprise Poral au Pont-de-Clay, qui était lauréate et qui la semaine suivante a acheté ses machines et le mois suivant a commencé à recruter 2 salariés. Donc ça prouve que en fait, la célérité est là et qu'une fois que le projet est subventionné, les impacts peuvent être directs. Merci Laurent Pellissier d'avoir été avec nous pour témoigner. ECM Technologies, on est là sur une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Le plan France Relance, on le disait en introduction, s'adresse à tous. J'ai vu par exemple qu'il avait aidé la requalification de friches industrielles, la friche Rossignol à Voiron. Exactement, oui. Il y a 9 friches industrielles déjà qui ont été sélectionnées dans la première vague d'appel à projet. Il y a une deuxième vague là, qui est en cours d'instruction. Et l'objectif, c'est de réutiliser des espaces existants et de ne pas artificialiser les sols avec cette relance. On a aujourd'hui beaucoup d'espaces qui sont disponibles. On avait notamment la friche de Champagné que j'avais évoquée et qui va être utilisée par Aledia, par HRS prochainement également. On a la plateforme chimique de Roussillon sur laquelle plusieurs entreprises étaient parties et aujourd'hui qui vont revenir. Et c'est ça l'intérêt aussi, c'est de réutiliser, de requalifier les friches industrielles. Dans un instant, témoignage également d'une très belle PME. Il y a moins de 10 ans, Finoptime est né, initialement pour proposer des solutions qui améliorent le rendement des cheminées à foyer ouvert. On va en parler dans un instant avec Baptiste Ploquin. Vous venez aussi de profiter du plan de relance, un plan qui aide notamment les entreprises dans leur démarche d'innovation. On l'a dit, exemple avec une autre start-up de Fontaine. Exemple précisément chez LifeOne, spécialisée dans la décontamination de l'air. Elle a bénéficié d'une subvention de 100 000 € de la part de France Relance pour l'aider à mettre sur le marché un luminaire plafonnier qui capture des particules contaminantes. C'est une entreprise qui a d'ailleurs reçu votre visite, monsieur le sous-préfet. Reportage. Et si demain, nos objets du quotidien nous faisaient du bien? Cette idée trotte dans la tête d'une équipe de Grenoblois depuis une quinzaine d'années et de fil en aiguille, l'idée a pris la forme d'un lustre purificateur d'air. Dans notre famille, on est des experts de la conception et construction de salles blanches et de salles propres pour les environnements de pointe, donc la microélectronique, l'industrie pharmaceutique, etc. Et notre idée, c'était de transférer finalement ces technologies industrielles de pointe dans un produit simple et accessible à tous pour permettre à chacun de vivre dans un environnement sain. L'objet s'installe comme une lampe classique dans son salon ou encore dans sa chambre. Le lustre va alors brasser l'air intérieur et le purifier grâce à un filtre qu'on renouvelle tous les 2 ans seulement. L'équipement est aussi connecté, il peut nous alerter en temps réel sur la qualité de l'air. L'entreprise qui a vu sa production s'accélérer avec la crise sanitaire est en pleine expansion. Engagée dans la transition écologique, Element et sa production ne créent aucun déchet, un projet responsable qui bénéficie d'aide de l'État.
L'objectif, c'est d'aider toutes les entreprises qui sont engagées pour la transition écologique. Il y en a 16 en Isère qui sont aidées via le plan France Relance avec l'ADEME. Et l'objectif, c'est qu'on réussisse à industrialiser leurs idées. Là, notamment ici, c'est pour la purification de l'air. Et ça, c'est très important de pouvoir purifier l'air via des solutions qui sont assez simples et qui sont technologiques néanmoins et qui vont permettre de créer beaucoup d'emplois. Ici, l'objectif, c'est de créer 500 emplois. Il faudra débourser près de 1 000 € pour s'équiper d'un purificateur. Avec ce produit, LifeOne espère s'exporter, ce qui permettrait de doubler ses effectifs d'ici à l'année prochaine. Alors, ce sont deux frères, Thomas et Guillaume Faure, qui ont créé LifeOne en 2018 et qui ont lancé ce luminaire piège à particules contaminantes. Ils travaillent aussi avec un purificateur d'air connecté, Element, qu'on a vu, et ils vont lancer une nouvelle levée de fonds pour accélérer encore leur développement. Ce sera donc dans quelques semaines. Une histoire qui doit vous rappeler un peu la vôtre chez Finoptime, non, Baptiste ? Tout à fait, oui. C'était il y a un peu plus de 10 ans, Finoptime, c'est ça? Un peu moins de 10 ans? Un peu moins, ouais. Ça fait 8 ans, on a fêté nos 8 ans au mois de septembre. Quel bilan vous tirez? C'est ça n'a pas toujours été facile. J'ai lu qu'il y avait eu quand même des moments... vous étiez des jeunes créateurs d'entreprise, vous avez une trentaine d'années, donc c'est un projet d'ailleurs d'étudiants, Finoptime au départ. Oui, c'est ça. On crée notre entreprise en 2013 à la sortie de nos études. Donc avec mon associé David Lépinet, sur l'idée d'améliorer les cheminées à foyer ouvert. Et effectivement, créer une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, d'autant plus dans les conditions actuelles. On a subi des crises liées notamment à la mise sur le marché de produits innovants, et puis crise sanitaire. Mais bon, j'ai l'impression que c'est des crises depuis longtemps, non? On va en parler dans un instant de cette aventure Finoptime, qui est une belle aventure. Aujourd'hui, vous êtes combien? Une dizaine de collaborateurs, je crois. 12 maintenant. 12 collaborateurs. Ouais. Donc la croissance est là. Et la crise vous a permis de développer certaines activités. On va évoquer ça dans un instant. Avant cela, notre incontournable question de l'internaute. Vous pouvez poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Aujourd'hui, Antoine veut des précisions sur cette fameuse monnaie hélicoptère. Alors, monnaie hélicoptère, c'est un drôle de nom. C'est un drôle de nom. On dit que tout ça a été théorisé aux États-Unis et modélisé avec cette idée un peu pédagogique que il y aurait des hélicoptères qui distribueraient des billets par la porte en survolant les populations, monnaie imprimée en l'occurrence par la banque centrale aux États-Unis. Bon, au-delà de cette image un peu pédagogique, c'est cette idée que dans certains moments de l'économie, il peut être judicieux par des mécanismes monétaires des banques centrales d'aller directement, de la monnaie au consommateur final, dans une logique de relance de l'économie par la consommation. Alors sans que ce soit aussi simple que ça, parce que au-delà de l'idée et de l'image, on peut dire que d'une certaine façon, tout ce qui a été mis en place au niveau européen par la Banque centrale européenne pourrait être assimilé, je dirais, dans la façon de soutenir l'économie au travers de sa politique de taux, au travers politique de rachat des différentes créances, bref, de solvabilisation de l'ensemble, pour être assimilé à de la monnaie hélicoptère. Donc voilà pourquoi ça revient dans l'actualité. Monnaie hélicoptère. Merci beaucoup Guillaume pour cette notion. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-lui alpedécideur@telegrenoble.net. Et on revient à ce bilan du plan de relance avec le témoignage de Baptiste Ploquin, donc de cette entreprise Finoptime. On le disait, une entreprise créée en 2013 avec votre associé, David Lépinet. Alors, on va revenir sur la technologie de départ quand même. Le point de départ, c'est cette technologie qui permettait d'améliorer les rendements des cheminées à foyer ouvert. Tout à fait, c'est ça. Il y a encore beaucoup de cheminées à foyer ouvert en France, beaucoup également en Isère, qui sont encore utilisées,
mais qui sont un peu décriées parce que émettrices de pollution, particules fines et monoxyde de carbone, et qui ne chauffent pas beaucoup. Donc nous, on a développé une technologie qui permet d'améliorer le rendement, donc passer ce rendement d'une cheminée à foyer ouvert de 10 à 45% et de diminuer de près de 80% les pollutions. Ces inserts ouverts, parce que c'est leur nom, ils ont rencontré un succès au début plutôt balbutiant, et puis là, ça s'accélère sérieusement, et ça reste notre produit phare aujourd'hui, parce qu'il s'avère que les gens ou les consommateurs continuent d'utiliser cette cheminée à foyer ouvert et continuent de se faire plaisir. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on peut continuer à se faire plaisir et polluer? Ça, c'est la question. Donc, l'insert ouvert permet de résoudre une partie du problème en chauffant davantage, en chauffant au moins la pièce où il y a la cheminée et diminuer les pollutions extérieures. Oui, c'est un système un peu complexe qui permet de finalement rebrûler les fumées, pour faire simple. Hein. C'est ça. C'est de la... on a... tout est mécanique, il n'y a pas de moteur, tout est naturel. En fait, on a bien travaillé sur la mécanique des fluides pour rebrûler tous les abrûlés, effectivement, faire une post-combustion en milieu ouvert. Ah oui, parce qu'on peut très bien avoir une cheminée à foyer ouvert et apprécier la vision de la flamme, finalement. Hein. C'est là-dessus aussi que se fait l'argument marketing. Et puis, au fil des ans, le catalogue s'est étoffé quand même. Oui, complètement. On a d'abord créé une gamme de cheminées métalliques complètes. Cheminées métalliques assez haut de gamme, de par les finitions, de par leur design. On parlait d'innovation tout à l'heure. Et il y a aussi le design qui permet de continuer à fabriquer en France et pouvoir toucher un certain public. Suite à ça, on a créé une autre gamme de produits outdoor, des planchas et des bras zéro. Voilà, est-ce qu'on peut parler de diversification, en tout cas de nouveaux produits Oui, diversification, puisqu'on touche à un autre marché. Et surtout, on a désaisonnalisé notre activité, puisqu'on travaillait et on travaille toujours beaucoup l'hiver. Mais l'été, notre activité était un peu plus faible. Donc, ça permet de continuer à travailler toute l'année de la même façon. Monsieur le sous-préfet, vous avez visité cette entreprise, vous avez aidé cette entreprise. Oui, j'ai visité. Oui. Et visité oui, aussi. Oui. Qu'est-ce qui vous a étonné dans cette toute jeune start-up 12 collaborateurs, on le disait. Oui, c'est ce qui m'a étonné pour cette start-up et pour beaucoup d'autres que j'avais rencontrées, c'est le fait qu'une fois que l'idée est là, en fait, le projet se lance vraiment et que vraiment les dirigeants, les fondateurs vont au bout de leur idée, créent les emplois, cherchent à trouver les espaces et les machines qui vont leur permettre ensuite de concrétiser et d'aller vers les marchés ensuite. Et très rapidement, on voit que le catalogue s'est étoffé. On aurait pu finalement rester sur l'idée de départ, continuer sur cette idée de départ, mais il y a quand même eu ces bras zéro, ces planchas qui sont arrivés pour diversifier l'activité. Il faut dire que la crise sanitaire vous a aussi un petit peu boosté parce que du jour au lendemain, finalement, vos distributeurs ont fermé les portes, confinés eux aussi, et vous avez été obligé de vous adresser directement au grand public. Vous avez choisi en tout cas de le faire. Oui, alors la crise, quand elle est arrivée, comme tout le monde, on a fermé. Donc pendant 2 mois, on ne savait pas ce qui allait nous arriver. On a eu très peur, bien sûr. Et puis, il s'avère que c'est une crise qui a touché tout le monde de la même façon. Donc, ce n'était pas parce qu'on avait été mauvais qu'on perdait des parts de marché, mais c'était le cas pour tout le monde. Donc, on a pu repenser effectivement notre modèle économique et sur l'insert ouvert, notamment sur les bras zéro et les planchas, de se dire on va aller viser directement le client final. Bien nous en a pris, puisqu'il y a eu 2 autres confinements par la suite. Donc, les magasins étaient aussi fermés pendant ces 2 confinements. Donc, on a pu en profiter effectivement. Et puis, donc ça a été notre stratégie. Mais on a bénéficié également d'un report des investissements du consommateur qui n'allait plus au restaurant, ne partait plus en voyage et restait davantage à la maison. On parlait du télétravail tout à l'heure, forcément, ça nous a aidés là-dessus. Donc l'hiver dernier, on a fait une forte croissance. Et au printemps, on continuait d'investir sur sa terrasse ce coup-ci avec des bras zéro et des planchas. Et il s'avère que ce n'est pas c'est peut-être un épiphénomène. Est-ce que ça va continuer dans ce sens-là, l'investissement dans l'habitat? Ça continue. Les voyages n'ont pas complètement repris, donc c'est une tendance qui a l'air de se confirmer avec les mauvais jours qui arrivent. Mais du coup, il a fallu apprendre aussi ce nouveau métier qui était la relation directe avec le consommateur final, adapter, j'imagine, les outils de communication, de marketing. Ah oui, ça veut dire qu'on a recruté une personne pour faire du commercial sédentaire, appeler les particuliers, faire de la publicité directement en ligne à destination du particulier,
Mettre en place une hotline, j'ai vu même. Complètement. Donc on a une personne en permanence. D'ailleurs, on en recrute une deuxième là qui devrait arriver dès que j'ai suffisamment de candidats. L'appel est lancé. Voilà. Donc une commerciale sédentaire ou un commercial sédentaire d'ailleurs. Effectivement, on reçoit des appels de clients, de prospects, et c'est à ce moment-là qu'on déclenche la fabrication une fois que c'est validé, quoi. Bon, le développement de l'entreprise, j'ai lu qu'il y avait des investissements forts sur la digitalisation de l'entreprise. Dans la même veine, effectivement, le côté digitaliser intégralement l'entreprise depuis le contact du client jusqu'à la fabrication, jusqu'à la livraison, et en fait toujours avoir ce contact avec le client particulier. Avec les confinements successifs, il a été très habitué à acheter en ligne et avoir un suivi presque impeccable d'Amazon. Donc, faut être à la hauteur. Faut être à la hauteur. Faut être à la hauteur. On attend peu importe le produit qu'on achète, il faut le livrer en 48 heures. Alors bien sûr, on fabrique des cheminées, donc on n'est pas sur cette urgence-là, et on n'est d'ailleurs pas capable de le livrer en 48 heures. Mais il a fallu adapter ça. Et effectivement, on a investi dans un ERP qui permet, depuis le consommateur jusqu'à la fabrication, nos opérateurs en atelier n'ont pas de papier, ils sont avec des tablettes. On retranscrit tout via des écrans d'ordinateur ou les télévisions, et ça fluidifie l'information. Il y a beaucoup moins de pertes d'informations. Gros investissement donc, hein. Alors une douzaine de salariés, vous le disiez, un chiffre d'affaires d'1,5 million en gros. Hein. C'est ça. Vous visez quoi, 1,8 million d'ici l'année prochaine, hein, d'ici un an? C'est ça, j'espère peut-être plus, on va voir, ça démarre bien, donc je suis assez confiant. Maintenant, on ne va pas non plus griller les étapes, mais c'est très enthousiasmant cet accompagnement, justement, plan de relance qui nous a permis de mettre ça en place. Il vous a servi à quoi alors ce plan de relance? Justement, sur toute la digitalisation, vraiment déjà apprendre ce métier-là, puisque c'est un autre métier, et puis d'acquérir ce logiciel, cet ERP, tous les outils qui vont autour, les machines aussi, hein, puisque il a fallu s'équiper d'un Internet très puissant, de tout ce genre de choses. Et on a bénéficié de 2 volets du plan de relance. Donc il y avait Terre d'industrie et Industrie du futur. Et sur un des 2 volets, c'est aussi de l'achat de machines, encore une fois, qui vont pouvoir communiquer avec cet ERP. On va pouvoir renouveler notre parc machine, gagner en compétitivité face à nos concurrents étrangers pour la plupart. Donc en fait, ce plan de relance, c'était des projets qui étaient déjà dans les cartons et qui nous ont dit faut y aller maintenant. On ne savait pas si on allait pouvoir y aller. Et là, on s'est dit c'est le moment idéal. Donc accélérons. On a recruté déjà, depuis le plan de relance, on a recruté donc 4 personnes et on va continuer. Donc on aura bientôt d'autres postes d'ouverts encore. Voilà. Ça s'appelle Finoptime, c'est à Fontaine, hein, et on ne l'a pas dit, mais la production est effectivement made in France, hein, pour ne pas dire made in région. Hein. Complètement. Sami Saïd, on le disait, un accélérateur, ce plan de relance. J'ai envie de dire aussi un effet levier. Oui, parce que là, on voyait que beaucoup d'entreprises avaient des projets, mais se disaient qu'elles allaient le réaliser dans 5 ans, dans 10 ans, et peut-être. Et là, aujourd'hui, comme elles voient que la subvention a lieu aujourd'hui, elles mettent en œuvre le projet, elles créent les emplois tout de suite, et c'est ça qui a permis de créer cet effet de levier. Bon, on le disait, un dispositif qui est simple, qui est encore ouvert. Vous incitez les entreprises, les PME en particulier, à le solliciter. C'est-à-dire qu'on fait comment? On vous appelle vous directement? Oui, alors il y a un site qui est plan-de-relance.gouv.fr qui regroupe l'ensemble des mesures, à la fois pour les entreprises, les associations, les collectivités, les particuliers. Et on peut regarder, suivant les filtres, les mesures qui peuvent nous intéresser. On a tout de suite le contact pour candidater. Et c'est simple, vous me le promettez? Voilà, plan-de-relance.gouv.fr, un site centralisé. Merci beaucoup. Merci Baptiste Ploquin d'avoir été avec nous. Merci Monsieur le sous-préfet. Merci beaucoup Guillaume. Au plaisir de vous recevoir de nouveau sur Alpes Décideurs. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur notre site internet télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.